assez intéressant, d'autant qu'à chaque fois qu'on a le pouvoir russe qui est un petit peu dérangé par quelque chose, habituellement, eh bien, on agitait la possibilité de frappe nucléaire, voire de frappe nucléaire tactique. Et là, on est en train de changer un petit peu et de basculer sur cette approche-là pour d'autres raisons qui sont probablement aussi à chercher du côté de la Chine, puisque quand vous avez quelqu'un qui excite la menace nucléaire tous les 4 matins, c'est pas forcément bon pour l'approche commerciale qui est un point central pour le grand voisin chinois. On avait la rhétorique nucléaire, on a la rhétorique Oréchnik maintenant. Oui, avec en plus l'Oréchnik, où ce missile lui permettrait en fait d'entretenir une ambiguïté, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est un missile balistique, le dernier missile balistique en date fabriqué par la Russie, ou si c'est un missile qui a pour vocation de porter une charge nucléaire. Là-dessus, il entretient véritablement l'ambiguïté. Mais sur l'attaque de ce matin, il s'agirait de 5 missiles balistiques. Ce qu'on peut souligner, c'est que la défense antiaérienne ukrainienne a marché en interceptant les 5 missiles, et que effectivement, ce sont les débris suite à ces interceptions qui ont causé ces dégâts sur des infrastructures civiles et des ambassades. C'est les drones ensuite, les 65 drones Shahed qui ont été lancés par la Russie, qui ont provoqué de plus gros dégâts. Mais sur l'Oréchnik et sur les menaces perpétrées par Poutine depuis des mois envers l'OTAN, c'est parce qu'il est dans une volonté, non pas militaire, non pas de menace militaire, mais de pénétrer le champ informationnel des démocraties européennes et américaines, de créer une espèce de stupéfaction, de peur dans nos démocraties, dans nos pays, pour que les Occidentaux, en tout cas les Européens, arrêtent de soutenir l'Ukraine par peur d'avoir une confrontation directe avec la Russie. Vous savez, Poutine, c'est un homo soviéticus, et les soviétiques, ils ont retenu une chose de la guerre froide. Pour eux, ils n'ont pas perdu sur le terrain militaire, mais dans le champ informationnel. Ils pensent que les États-Unis ont gagné la guerre froide parce qu'ils ont été plus forts dans ce qu'ils appellent la manipulation de l'opinion. Et c'est là-dessus que les Russes veulent jouer aujourd'hui, et c'est là-dessus que Poutine joue en menaçant directement les Occidentaux. Oui, alors pour rebondir 2 points sur ce que vous disiez très justement, ce qui est intéressant, c'est notamment dans le discours de Poutine, il ne parle pas uniquement d'une réponse aux attaques MS ou au Storm, mais aussi à des programmes qui avaient été annoncés par les Allemands et les Américains de déploiement en 2026 de SM-6 et de Tomahawk et potentiellement d'hypersonique. Donc on voit bien que le conflit, il n'est pas uniquement avec les Ukrainiens, il dépasse très largement cela, et on a toute cette approche. On parle aussi de la heavy metal diplomatie, c'est un concept qui a été déployé par Marc Galeotti, où vous allez de manière régulière, si ce n'est systémique, apporter le volet militaire, voire tactique, dans le discours diplomatique qui normalement est bien plus policé, pour essayer justement d'aller sur de la déception, de la dissuasion. Et on a des caisses de résonance qui sont extrêmement importantes, qu'il convient de ne pas négliger. On sait que au-delà des fameuses fermatrolles qui datent un petit peu, de différents bots, etc., eh bien vous avez des approches qui vont viser notamment des influenceurs qui sont approchés contre, alors souvent contre rémunération, parfois pour intérêt, pour aller diffuser un narratif qui servirait les objectifs géopolitiques du président Poutine. Alors on a beaucoup parlé du continent africain où on a tout ce travail et on a les déploiements de Sputnik et RT. Il ne faudrait pas négliger les territoires occidentaux qui ont été ciblés par Doppelganger en leur temps. On pourrait parler de Matryoshka aussi, qui visait à saturer les fact-checkers, mais on a aussi un travail fondamental qui se fait pour continuer à aller saturer un espace informationnel, à appuyer sur les failles pour justement arriver à limiter la capacité de prise de décision et la capacité d'action. On est vraiment dans cette approche-là. Encore une fois, quand on va utiliser le choc et l'effroi, la stupeur dans une utilisation militaire, c'est bien pour la reprendre et pour en refaire quelque chose. Et vous allez la reprendre de manière systémique au niveau diplomatique du plus haut niveau de l'État, qui va envoyer un message officiel, et vous allez utiliser différents canaux, alors ceux sur lesquels vous avez la main en termes médiatiques, et tout ce qui va faire caisse de résonance, des vraies fausses fondations, des blogs et potentiellement des influenceurs ou des personnes qui bénéficient d'une audience que vous allez aller toucher potentiellement, soit parce que vous allez les contraindre, soit parce que vous allez monnayer leurs services. Nous sommes en direct avec Sergueï Parkhomenko. Bonsoir, journaliste russe indépendant. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier. Comment vous interprétez ces frappes russes contre Kiev ce matin, qui interviennent dans un nouveau contexte de menace de la part de Vladimir Poutine, qui a proposé ce duel de missiles aux Occidentaux? Mais Vladimir Poutine, il a besoin de faire peur à tout le monde. C'est son moyen, son arme le plus important, le plus efficace. C'est l'attaque psychologique, c'est l'attaque au niveau de
Ce n'est même plus au niveau de psychologie, c'est plutôt au niveau de la psychiatrie, en fait, ce qu'il fait. Cette histoire de duel, elle était tout de suite réagie par les médias indépendants russes qui ont proposé une alternative sympathique d'organiser une autre duel à la place. C'est Vladimir Poutine qui se retrouve en Kremlin, qui s'entoure des systèmes antimissiles russes de toutes sortes, surtout les fameuses S-400. Et puis c'est les HIMARS qui arrivent. Et là, on verra, ça sera le duel beaucoup plus efficace, je crois. Voilà, mais bon, en fait, ce qu'il fait maintenant, c'est en fait tout ça, c'est la préparation aux éventuelles négociations. Parce qu'on attend, en Kremlin, on attend une seule chose, on attend l'arrivée de Trump au pouvoir, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et le début des négociations que Trump a promis à haute voix, que voilà, Trump va exercer cette pression contre les Ukrainiens et puis on verra. Et pour ce moment, il faut se préparer. Il faut deux choses. Une, la libération de la région de Koursk, qui est quand même un truc pas très évident pour le début de pourparlers pour Poutine. Et deuxième chose, c'est la destruction de morale des Ukrainiens, surtout des troupes ukrainiennes, mais de la population aussi. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ça, c'est la destruction morale. C'est de faire peur, c'est de faire pression à la population ukrainienne, surtout en attendant que cette population fait à son tour cette pression au président Zelensky et son entourage. Faire peur, c'est la stratégie du Kremlin. Regardez justement dans ce sens à cette séquence qui est signée l'une des plus grandes propagandistes de Russie, Margarita Simonian, qui a posté cette vidéo aujourd'hui sur son compte Twitter, X maintenant. Il se demande si Poutine plaisantait. Avez-vous l'impression qu'il plaisantait? Je ne crois pas qu'il plaisantait d'ailleurs. Il nous a dit qu'il commençait à plaisanter beaucoup moins. Il me semble que ce n'était pas du tout le cas. S'ils ne veulent pas de Kiev comme cible pour un duel, on peut leur proposer New York. Ils disent qu'ils plaisantaient, qu'il ne fallait pas prendre cela au sérieux, mais pas pour nous. Mais s'ils sont gênés de choisir un lieu pour un duel, on peut les aider. Choisissons Londres ou Paris. On parle de frappe sur New York, sur Paris, général Richoux. Oui. Évidemment, c'est cette image de missile russe, le missile Oreshnik qu'on dit inarrêtable pour les Ukrainiens. Ça fait peur, ça marque évidemment les esprits. Oui, bien sûr, mais vous savez, vous avez le Sarmat, ils nous ont tout montré, le Zircon, enfin on a toute une panoplie de missiles hypersoniques, inarrêtables, qui changent de trajectoire, qui savent faire le café en route, etc. Bon, le biberon pour enfants, bon, pour le moment, on n'a pas la preuve que ça fonctionne correctement. Bon, là, on a bien entendu le show habituel de la bande Soloviev, machin, ils avaient menacé de raser de Paris, Londres, en 102 secondes ou 120 secondes, bon, ils nous font le même coup depuis, pareil, 2 ans et demi. Vous êtes très dubitatif, général Richoux. Mais est-ce qu'il faut jouer cap ou pas cap avec Vladimir Poutine? Non, mais faut pas jouer. C'est pas le problème. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans ce qui vient de nous être dit, il y a un propos avec lequel je suis parfaitement d'accord, c'est qu'il y a une véritable aussi démonstration de puissance pour persuader que la Russie ne peut pas être vaincue parce qu'elle dispose d'armes hyper puissantes, et ça avant les négociations. Il est obligé de montrer qu'il va aborder les négociations en situation de force, parce que sinon on ne négocie pas. On négocie quand on est capable d'imposer aux autres, ou alors on négocie parce qu'on a tout perdu et qu'il faut limiter au maximum les dégâts. Là, dans son cas, il va aller à la négociation pour avoir le maximum de gains, donc il doit montrer vis-à-vis de Trump, qui arrive en position de force, ils viennent de perdre la Syrie, ils ont quand même un certain nombre de revers, et puis la situation en 2024, ils ont pris quelquefois la surface de Paris en volume, mais enfin c'est quand même ridicule par rapport aux pertes qu'ils ont eues, c'est quand même pas très 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 brillant. Donc il a besoin de montrer qu'il reste une puissance majeure, et d'arriver et de montrer que la Russie aborde ces négociations en position de force. Ceci pour sa population intérieure, mais également pour la population, pour l'opinion publique internationale. Je crois que c'est la première vertu des déclarations qui ont été faites hier. Sergueï Parkhomenko, je vous voyais réagir. Oui, je voudrais tout simplement rappeler à tout le monde que chaque fois qu'on vous parlez de Oreshnik, il faut se rendre compte et tenir en tête que Oreshnik n'existe pas.
que, en fait, c'est une blague, c'est un fantôme, c'est quelque chose de l'imaginaire de Vladimir Poutine. Il n'y a pas de Oreshnik en soi. Il y a une ancienne missile soviétique faite et élaborée, en fait, d'abord sur le territoire ukrainien, dans les temps soviétiques. La documentation a été transmise. On sait tout sur cet Oreshnik imaginaire maintenant. La documentation a été transmise au moment de la dissolution de l'Union soviétique. Donc, au début des années 90, elle était transmise à Moscou et là, ils ont continué à préparer cette missile. C'est une missile de portée moyen, ordinaire, comme les Américains et les autres, ils ont. Et la Russie, il y en a plein. Il n'y a rien de spécial dans cet Oreshnik. Mais voilà, justement, dans cette obsession de faire peur à tout le monde, Poutine parle tout le temps. Hier, il avait sa conférence de presse de 4 heures traditionnelle, qu'elle fait une fois par an depuis des années déjà. Et il a consacré énormément de temps à cet Oreshnik imaginaire. Il revenait tout le temps à n'importe quelle question à cet Oreshnik. Donc c'est surtout la pression, c'est surtout justement faire peur, faire des grands yeux comme ça. C'est ce qui lui reste. Ce qui est une bonne nouvelle dans toute cette histoire, parce que s'il savait de quelque chose vraiment important et vraiment puissant, il voudrait le faire. Mais oui, mais évidemment, les Occidentaux surveillent ce qui relève de la communication et de la capacité réelle. Oui, et vous montriez des extraits de la chaîne de propagande russe. Et ce qui est révélateur avec cette guerre, parce qu'avant le 24 février 2022, les Occidentaux, en tout cas les Européens, regardaient très peu ce qui se passait sur les télévisions de propagande russe. Et je pense qu'on a énormément négligé le degré de perversion et comment cette chaîne arrivait à noircir les esprits, à les pervertir en Russie, à pervertir les esprits de millions de Russes sur ces aspects militaires. Ça nous paraît inconcevable chez nous que de tels propos soient tenus sur des grandes chaînes. Mais cet effet dans le temps, parce que ça fait des années que ces propos sont tenus sur les chaînes de propagande russe, ça a un effet direct sur les Russes et dans l'acceptation des agissements de Vladimir Poutine. Mais puisque vous montrez ces extraits, il est aussi important de les déconstruire. Et lorsque la Russie, effectivement, menace de frapper directement Londres, Paris, ou comme elle l'avait fait ultérieurement Bucarest ou Varsovie, ce sont des pays qui sont dans l'OTAN. C'est-à-dire que la Russie, en frappant un de ces pays directement, soit Londres ou Paris, c'est des pays dans l'OTAN, et ce sont des puissances nucléaires. Ce qui est Bucarest ou Varsovie, ce sont des pays qui sont dans l'OTAN. Donc, Vladimir Poutine, aujourd'hui, n'a pas véritablement d'intérêt à rentrer dans cette confrontation directe avec l'OTAN, mais il a un intérêt à le faire croire et surtout à le faire croire aux Européens et aux populations occidentales pour leur faire peur. Mais aujourd'hui, il s'agit quand même de déconstruire ce discours, il n'est pas très sérieux. Est-ce qu'il y a un sentiment d'invincibilité, de surpuissance depuis qu'il a trouvé ce nouvel objet de communication, Vladimir Poutine ? Probablement pas, en tout cas c'est ce qui est envoyé. Encore une fois, je pense, et là je vous rejoins, qu'il faut être extrêmement prudent entre ce que l'on vous envoie, le message qui est envoyé, et la réalité des faits. Ce qui est assez notable, alors vous parliez du rapport de force, on est dans un pouvoir qui va utiliser de manière systémique ce rapport de force, parfois d'une manière assez outrancière, et là je parlerai sous le contrôle de notre collègue qui est en Russie, où on va avoir par exemple l'utilisation le Shanbat, où vous avez une culture qui est à la croisée d'un système mafieux et d'un système carcéral, où vous allez avoir quelque chose du domaine du rapport de force. Donc vous allez toujours aller dans cette approche-là. Ça, c'est des choses que l'on avait déjà vues. Rappelez-vous de certains vocables qui avaient ému les opinions publiques occidentales. Notamment depuis les guerres de Tchétchénie 1 et 2. Donc on est dans cette approche-là. Il y a aussi autre chose quand même qui est assez notable, c'est que malgré tout ce que l'on a en termes de gesticulation, quelque part, si Vladimir Poutine avait suivi à la lettre ce qu'il dit ou ce qu'il sous-entend, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et puis d'autres qui, je veux dire, le côté le plus paroxystique est souvent repris par d'autres, comme Dmitri Medvedev, qui est un sujet à lui tout seul, et je pense pas que on va embêter vos auditeurs avec ça aujourd'hui. Mais néanmoins, ce que l'on peut voir, c'est que
s'il était allé et s'il avait été cohérent avec lui-même et avec toutes ces déclarations qui sont particulièrement violentes, eh bien tout simplement quand il y a eu l'incursion de Koursk, qui est traitée comme étant une opération terroriste, on aurait eu une réaction qui aurait été beaucoup plus radicale et beaucoup plus forte, ce qui n'est pas le cas. Jusque-là, malgré les rodomontades, malgré on va aller terraformer Paris en moins d'une seconde, ce que l'on voit, c'est qu'on a tout de même une forme de relatif respect d'un certain nombre de lignes rouges. Typiquement, quand on n'a pas d'attaque directe sur les pays de l'OTAN, même si on peut penser que dans certains coins d'un cerveau reptilien, ce sont des rêves coupables qui sont néanmoins présents. On a, alors certes à la dernière limite, mais on va prévenir les États-Unis dans l'utilisation de certaines armes, certes très à délai court, mais on marche sur cette ligne rouge, mais on n'est pas aussi paroxystique dans la façon dont on va traiter les événements que dans la déclaration. Ce qui me fait revenir sur ce qui a été dit autour de cette table et à distance, c'est une volonté d'aller faire peur. On va jouer sur l'aversion au risque des personnes qui sont en face, en espérant que quelque part, cela permettrait de faire une torsion et une clé de bras à l'Ukraine sur l'usage de ces missiles à longue portée. L'Ukraine, je doute très fortement qu'elle arrête de les utiliser alors qu'elle a demandé pendant très longtemps de pouvoir le faire et qu'elle arrive à faire ses frappes dans la profondeur. Donc voilà, en même temps, quand on traite avec un Vladimir Poutine, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de choses, eh bien, il y a eu une réponse massive, pas forcément avec une technologie de très très haut niveau réel ou fantasmée, puisqu'on est toujours un petit peu dans le doute entre la réalité de la technologie et puis ce que l'on a réellement dans les faits, ou ce que vous allez voir, c'est du missile et du Shahed qui va être utilisé de manière massive. À chaque fois, on a eu ce genre de réponse. On verra justement dans un instant quelle a été la nature de la réponse occidentale via l'Ukraine et si elle a été efficace. Ce qui est sûr, c'est que Poutine montre les muscles, d'autant plus qu'il peut compter sur le renfort de missiles nord-coréens. La Corée du Nord a démontré cette année qu'elle pouvait produire des missiles balistiques et les fournir rapidement à la Russie pour qu'elle les utilise sur le front ukrainien en seulement quelques mois. C'est ce que nous apprend l'expert John Aleph qui a pris la parole au Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le terrain, des chercheurs ont examiné les restes de 4 missiles nord-coréens récupérés en Ukraine au mois de juillet et au mois d'août, dont un qui portait des marques indiquant qu'il avait été produit en 2024. Écoutons l'expert. Nous avons la confirmation de l'utilisation continue en Ukraine de missiles balistiques nord-coréens fraîchement fabriqués et de la découverte d'une marque prouvant la production de 2024 sur l'un de ces missiles. Cela révèle qu'il s'est écoulé très peu de temps entre la production de ces missiles balistiques, leur transfert et leur utilisation en Ukraine. Général Richoux, c'est quand même un atout considérable d'être capable de commander des missiles à Kim Jong-un et de les recevoir en seulement quelques mois. Oui, il y a deux choses là-dedans. Quand on est obligé de commander à l'étranger, c'est qu'on n'est pas capable de fournir soi-même. Bon, déjà. Maintenant, effectivement, il y a un avantage concurrentiel quand on a un allié qui est un pays militarisé, qui a une armée comme la Corée du Nord, qui a une armée en temps de paix d'1 200 000 hommes, qui consacre un tiers de son PIB quasiment à la défense, oui, et qui fournit au moins 3 millions d'obus, parce que ça, il faut le dire aussi, il y a les missiles, mais les missiles, c'est un coût, ils en fournissent quelques dizaines, peut-être quelques centaines, je ne sais pas combien ont été fournis à la vérité. En revanche, on sait qu'il y a eu 3 millions d'obus qui ont été fournis. Donc, un pays qui est militarisé, qui est une espèce d'industrie militaire sur pattes, est un avantage concurrentiel, sans aucun doute, pour Vladimir Poutine, même si on sait que ces missiles sont de qualité médiocre. Ils tirent, je crois, à quelque chose comme 800 km, mais avec une précision médiocre. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle aussi les missiles s'écrasent un petit peu n'importe où. Moi, je rappelle toujours que dans l'armée, la première chose qu'on nous apprend, c'est que quand vous faites un défaut de 1 millième est égal à 1 mètre à 1 kilomètre. Vous voyez, quand vous tirez en azimut, 1 millième de côté, c'est pas beaucoup, hein. 1 millième, sur une boussole, c'est rien du tout. Eh bien, ça fait 800 mètres à 800 kilomètres. Donc, vous voyez, quand vous bombardez Kiev, vous pouvez bombarder à 1 kilomètre de l'objectif lorsque vous arrivez. Donc, effectivement, de toute manière, comme ils font du tir, ils se fichent à peu près où ça arrive, que ça détruise les populations ou que ça atteigne des objectifs militaires. Effectivement, là, ils ont un allié qui, en plus de fournir de la troupe, hein, des 10-12 000 Coréens dont on sait qu'ils sont du côté de Koursk, est quand même un gros atout dans un pays finalement mais qui prouve qu'il ne se porte pas si bien d'avoir besoin de tant d'aide. Arthur Königsberg. Je rebondis sur ce que vous disiez, Général. C'est effectivement Vladimir Poutine hier dans son émission en ligne directe
Lui, il disait que la Russie n'avait jamais été aussi souveraine que depuis le 24 février 2022. Oui. Et effectivement, preuve en est qu'elle est obligée aujourd'hui de passer des commandes qui se comptent en milliards. Oui. On parle de 6 milliards de dollars de commandes sur de l'obus, des missiles et sur des soldats. Sur les soldats, on évalue à 572 millions de dollars la contribution de la Fédération de Russie directement à la Corée du Nord. Quand on sait qu'il y a environ 11 000 soldats nord-coréens à Koursk, ça fait 30 000 dollars par soldat. C'est bien plus que ce que coûte un soldat russe. Donc aujourd'hui, quand Vladimir Poutine se présente comme le tsar en disant « grâce à notre opération spéciale en Ukraine, la Russie est plus souveraine qu'elle ne l'était avant le 24 février 2022 », il faut quand même s'interroger sur ces termes. À suivre, restez avec nous, le grand dossier se poursuit. Les Occidentaux sont-ils capables en face de riposter aux menaces de Vladimir Poutine? La question, elle est posée alors que l'Ukraine a lancé une nouvelle salve d'attaques en territoire russe dans la région de Koursk, qui a déjà fait plusieurs morts et plusieurs blessés. À tout de suite. Vous êtes devant le grand dossier consacré ce soir à Vladimir Poutine, duel de missiles occidentaux. C'est le duel que le président russe a proposé face aux frappes qui se sont réitérées ce matin. Les Occidentaux sont-ils prêts à riposter et à aider l'Ukraine? Ce qui est sûr, on vient de l'apprendre il y a quelques instants, c'est que les Ukrainiens ont renouvelé leur bombardement sur le sol russe dans la région de Koursk. C'est la ville de Rilsk qui a été touchée, c'est ce que rapporte le gouverneur de la région sur Telegram. L'attaque ukrainienne aurait fait au moins 6 morts et une dizaine de blessés. Regardez ce communiqué. Aujourd'hui, des militants de l'armée ukrainienne ont lancé une attaque de missiles sur la ville de Rilsk, dans la région de Koursk, où se trouvaient des civils. Les secours continuent de travailler pour évaluer les dégâts et aider les blessés. Selon les données préliminaires, il y a des morts et des blessés. Le nombre exact est en cours d'établissement, affirme le comité d'enquête russe à l'instant. Alors, général, il y a de fortes chances pour que des missiles occidentaux aient été utilisés, comme à chaque fois, contre la région de Koursk. Oui, vraisemblablement. Alors, il faudrait savoir à quelle distance ce sont les lignes. Là, moi, j'ai pas la géographie en tête. On vient de l'apprendre. Mais on a parlé de missiles Scalp, notamment, qui sont capables de taper dans la profondeur. On sait que les attaques... Je vous coupe, direction Djibouti pour écouter Emmanuel Macron. Fier de pouvoir compter sur vous. Comme vous pouvez être sûr, à chaque instant, de pouvoir compter sur moi. Vive l'amitié franco-djiboutienne. Vive la République. Vive la France. Le discours d'Emmanuel Macron face aux troupes françaises depuis la base militaire française de Djibouti. Le chef de l'État a exprimé la gratitude de la nation envers tous ceux et celles qui s'engagent sur différents terrains en Afrique contre l'agresseur russe. Il faut rappeler que Djibouti est la dernière grande base française en Afrique, alors que les troupes françaises ont dû se retirer du Tchad. Emmanuel Macron a voulu insister sur les moyens, sur l'équipement français. Le César marque la force de nos armées à l'heure où la menace change. Général Richoux, à quoi sert cette base militaire française de Djibouti? Alors ça, c'est la Corne de l'Afrique. C'est une des bases les plus stratégiques que l'on ait encore sur les territoires africains. Alors on n'est pas encore parti de partout quand même. Le Tchad, on n'a pas encore quitté. Il y a encore Dakar, on a encore des troupes au Gabon et on a encore quelques troupes en Côte d'Ivoire. Donc il y a encore un dispositif assez étoffé. Donc, mais sont menacés actuellement Dakar et puis N'Djamena. Bon, alors là, vous êtes vraiment, c'est l'ancien territoire des Afar et Zédissa qui a été, je crois, il est indépendant depuis 73 ou 74, et donc c'est la Corne de l'Afrique, donc c'est là. On est en face du Yémen, problématique Houthi, il y a le Bab el-Mandeb, la mer Rouge, le détroit d'Ormuz à l'est du côté de l'océan Indien, un petit peu plus loin, une grande partie du commerce international qui transite par là, donc on y entretient à peu près 1500 hommes, on a un régiment, le régiment interarmé d'outre-mer qui y est, on a une base navale et on a une base aérienne.
Donc c'est un vecteur de projection également vers l'Indo-Pacifique, ça a été dit par le président de la République. Donc c'est une base absolument essentielle qui, à mon avis, est beaucoup plus importante que celle de Dakar, par exemple. Donc on n'est plus du tout dans le même registre. Et faut dire qu'elle est très très convoitée parce qu'on partage cette base, pas la base, mais à Djibouti sont aussi stationnés les Américains et les Chinois. Donc il y a 3 grosses bases, voilà. Donc parce que le Bab el-Mandeb, là par où transite une grande partie du commerce mondial en venant de l'Extrême-Orient, est particulièrement effectivement stratégique pour un certain nombre de pays. C'est là également dans l'océan Indien qu'il y avait beaucoup de piraterie, on s'en souvient. Donc il y a eu l'opération Atalante qui a permis de résoudre un certain nombre de problèmes avec tous ces pirates. Mais effectivement, là, le président a tenu à rappeler que c'était renouvelé pour 20 ans. Ce qui contraste avec ce qui s'est passé dans les autres pays. Là, on nous rappelle qu'il y a un traité qui est renouvelé pour 2 décennies avec la République de Djibouti. Très rapidement, Arthur Königsberg, qu'est-ce que ça veut dire la menace change ? Ça veut dire, il fait le constat, mais il le fait depuis plusieurs mois, qu'effectivement, sur beaucoup de sujets, il y a des changements géopolitiques majeurs. Après, ce que je regrette en tant que spécialiste Europe centrale et think tanker, et c'est sans esprit de polémique, c'est qu'il aurait pu se servir de ses vœux aux armées et de sa volonté de marquer la gratitude de la nation envers nos armées pour aussi marquer le réengagement stratégique de la France en Europe. Il aurait pu ne pas choisir Djibouti, mais aller voir les soldats qui sont en opération extérieure en Estonie ou en Roumanie dans le cadre des missions de réassurance de l'OTAN, ou en Pologne, aux côtés des soldats français qui forment les soldats ukrainiens, aux côtés de l'armée polonaise. Ça aurait été peut-être politiquement beaucoup plus marquant. Vous êtes au bon endroit, sur la 26, devant le grand dossier consacré ce soir à Vladimir Poutine. Duel de missiles occidentaux face aux frappes du président russe. Les Occidentaux sont-ils prêts à riposter? Sont-ils en capacité d'aider l'Ukraine comme les Nord-Coréens aident la Russie? Magali, vous nous avez rejoint concernant les armes à longue portée fournies à Kiev. Je pense notamment aux ATACMS américains, aux Storm Shadow britanniques, longtemps réclamés par l'Ukraine et qui ont finalement été fournis. Est-ce qu'ils ont fait la différence sur le terrain? Alors c'est vrai qu'on peut commencer à tirer un bilan parce que ça fait un mois tout juste maintenant qu'ils sont utilisés pour frapper le sol russe. La première fois, vous vous en souvenez, c'était le 19 novembre dernier. Les attaques MS sont lancées sur la région de Briansk. On voit ici les images. Les dégâts avaient alors été limités. Le lendemain, ce sont les Storm Shadow britanniques qui sont tirés dans la région de Kursk. Tout un poste de commandement était détruit. Donc le bilan, c'est quoi? En un mois, les missiles longue portée occidentaux ont été utilisés à 6 reprises. D'après le ministère russe de la Défense, 31 missiles ATACMS et 16 missiles Storm Shadow ont été tirés ici, dans différentes régions de Russie. Et voilà ce que les Ukrainiens ont visé. 2 aérodromes, un poste de commandement, une position de système de défense aérienne, un dépôt de munitions. Et il y a 2 jours, l'une des plus grandes usines chimiques de Russie, donc, a été attaquée par un missile longue portée occidental. Le bilan, vous le voyez, n'est pas spectaculaire. Les missiles longue portée occidentaux n'ont finalement que des effets très locaux. C'est donc assez limité, d'autant que les Russes se sont adaptés et ont déplacé de nombreuses cibles pour les mettre hors de portée. Mais Magali, qui dit déplacement, dit forcément conséquence. Les Russes sont obligés de s'éloigner de la frontière ukrainienne. Et là, vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est là que réside sans doute l'impact le plus important de l'utilisation de ces missiles occidentaux, parce que les avions larguant des bombes planantes ont dû reculer très très loin, à 600 km de la ligne de front. Ça affecte évidemment le taux de sortie et les heures de vol. Le résultat est flagrant, la preuve en chiffres fournis par un média russe indépendant qui cite des rapports de l'état-major général russe. Du 1er au 20 novembre, la Russie a largué au moins 100 bombes planantes sur l'Ukraine par jour. Et depuis le 20 novembre, c'est-à-dire au lendemain des premiers tirs avec les attaques MS, eh bien regardez, on en est à moins de 40 par jour. Or, les bombes planantes, c'est quoi? Eh bien, c'est le cauchemar des Ukrainiens. Ce sont des bombes hautement explosives qui sèment la terreur dans les tranchées. Et donc, là, il y a un vrai impact de l'utilisation de ces missiles longue portée occidentaux sur le sol russe, parce que, évidemment, avec ces chiffres, on le voit, ça laisse quand même un peu de répit aux Ukrainiens. Merci beaucoup Magali pour ces informations précieuses. Général Richoux,
Est-ce que ça veut dire que ces attaques MS ont un effet moins important que celui espéré? Ah non, je ne crois pas. Les attaques MS n'ont pas pour but d'avoir un effet, un impact tactique sur la situation, sur la ligne de front. Ils ont un impact de portée stratégique. Et tout à l'heure, vous l'avez bien dit, on a bien vu toute la liste. C'est des PC, c'est des usines, c'est un certain nombre de sites ou bien des dépôts de munitions, ce genre de choses-là, PC de commandement. Ça a un impact stratégique tout à fait important. Et quand on recule les avions, ça veut dire plus d'heures de vol, ça veut dire plus de carburant. Les véhicules militaires, ils réagissent en termes de potentiel, c'est-à-dire en heures. Et au bout d'un certain nombre d'heures, on est obligé de faire de l'entretien. Voilà. Et donc, quand on a fait plus d'heures de vol, eh bien, on vole moins, forcément, parce qu'on est obligé d'arrêter l'appareil pour pouvoir l'entretenir, vérifier les pièces détachées, etc., remplacer un certain nombre de choses. C'est pareil pour les blindés, il y a le carburant, il faut faire les vidanges, il faut faire ça. Donc, ça a un impact tout à fait important. Mais c'est 40% quasiment en moins de bombes planantes, c'est tout à fait conséquent. C'est tout à fait conséquent. Donc, je pense qu'il y a un véritable avis. Ce n'est pas forcément le game changer qui va permettre aux Ukrainiens de gagner la guerre. En revanche, ça rééquilibre considérablement la position sur le terrain. Et je crois que c'est ça, en fait, le véritable impact. Et il faut que ces campagnes durent, que ça continue dans la durée pour permettre aux Ukrainiens de bien rééquilibrer la situation. Arthur Königsberg. Oui, c'est ça. Et vous avez, mon général, utilisé le bon mot. Est-ce que c'est un game changer? Et effectivement, parce que les Américains et les Européens ont tardé dans l'autorisation de ces frappes dans la profondeur avec des missiles livrés par les Occidentaux. C'est un peu le contre-coup. On a tant pensé que ce serait un game changer pour les Ukrainiens parce qu'ils l'ont beaucoup réclamé. Et les grandes réticences de l'Allemagne à donner cette autorisation sur les Taurus, les menaces de Poutine, si vous utilisez des missiles à longue portée sur la Fédération de Russie, vous verrez les conséquences. On pensait qu'effectivement cette arme serait un game changer. Mais c'est une guerre d'attrition à laquelle on assiste. C'est-à-dire ces frappes dans la longue portée, c'est une donnée de cette guerre, c'est une donnée essentielle, elle permet effectivement de réduire de près de 40% les frappes avec des bombes planantes sur le sol ukrainien, mais c'est une des données. Les Européens aujourd'hui et les Américains doivent se poser la question de comment, en plus de cette autorisation, on peut aider l'Ukraine. Et c'est un ensemble de choses. C'est de la formation de soldats, c'est de la livraison de munitions, c'est de la livraison d'armement, et c'est effectivement ces autorisations de frapper la Russie avec ces missiles de longue portée. Mais c'est une guerre d'attrition. Il n'y a pas un seul game changer. On entend aussi beaucoup parler des livraisons d'avions, les F-16, bientôt les Mirage. Mais c'est la quantité qui va certainement poser problème aux Ukrainiens. Effectivement, ça va peser sur le cours de la guerre pour les Ukrainiens d'avoir une dizaine de F-16, 5-6 Mirage français. Mais ce n'est pas un game changer. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, les Américains ne donnent pas le nombre aux Ukrainiens pour que ces armes soient véritablement ce que vous appelez, mon général, un game changer. Preuve de la détermination des Ukrainiens, ce nouveau bombardement ukrainien sur le sol russe dans la région de Koursk qui a visé la ville de Rilsk. Une attaque qui a fait au moins 6 morts et une dizaine de blessés. C'est ce que raconte le gouverneur de la région, Alexei Smirnov, sur Telegram. Les secours continuent de travailler pour évaluer les dégâts et aider les missiles. Et aider les blessés, œil pour œil, missile contre missile. Kiev ne se dit pas battu malgré les attaques contre l'Ukraine ce matin. Non, Kiev est dans un travail de résistance, ils l'ont toujours fait, ils sont dans cette approche-là. Alors par ailleurs, un duel de missiles, ça s'appelle aussi la guerre, c'est-à-dire que vous avez des attaques et vous allez avoir des contre-attaques. Vous avez parlé d'une guerre d'attrition. Moi, il y a un point que j'aimerais peut-être souligner ici aussi, c'est qu'on est effectivement sur une guerre dans du temps long. Alors le temps long, la Russie joue sur l'abandon du soutien des Occidentaux, notamment, ou alors un soutien qui soit en quantité suffisamment homéopathique pour que les effets soient finalement tout à fait gérables. Donc on a ça, mais il y a quand même un point sur lequel Moscou reste plus qu'évasif et en règle générale évite de pointer, c'est l'enjeu social et démographique. La Russie a une démographie qui était assez faible. Le président Poutine, sur ses différentes mandatures, a travaillé sur des politiques natalistes massives pour essayer d'arriver justement à une augmentation de cette démographie, et il se trouve qu'il a totalement hypothéqué, avec le nombre de pertes sur le territoire, les efforts qu'il avait, les gains du moins, qu'il avait pu
pu essayer d'obtenir par les efforts précédents. Donc ça va être un enjeu et auquel va se doubler un deuxième, c'est-à-dire que la population qui est engagée alors en Ukraine, mais aussi dans les différentes sociétés militaires privées. On va rappeler que Wagner répond maintenant au doux nom de African Corps, les connaisseurs apprécieront. Eh bien, vous allez avoir non seulement des gens qui ont été recrutés dans un certain cas, nombre de cas, dans des prisons, donc qui ont un coefficient et un usage de la violence qui est non négligeable, mais vous allez aussi avoir des gens qui se retrouvent face à un conflit de très haute intensité et pour lesquels je doute que nous ayons des soins psychologiques adaptés. Donc vous risquez d'avoir sur le retour dans le territoire une population traumatisée, particulièrement violente, que l'on va retrouver dans la nature. Et ça commence déjà à se voir. Récemment, alors vous allez me dire c'est un épiphénomène, c'est vrai, mais il est assez représentatif. Eh bien, vous avez un militaire qui était en permission sur Rostov-sur-le-Don qui a attaqué sa famille au couteau, donc ses 2 enfants et sa femme. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez très probablement de manière beaucoup plus massive. Mais c'est